Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, les vraies voix de l'été avec leurs moments souriants et graves aussi. Donc, nous consacrerons une large partie de cette émission au terrible feu de forêt qui touche le département de l'Aude. Vous, les auditeurs de Sud Radio, si vous êtes concernés par cet événement, appelez Zach au standard 0826 300 300 pour réagir à l'antenne et puis pour nous donner les dernières informations sur le terrain. Vous êtes nos relais et vos témoignages sont importants. En plus de cette actualité, notez les deux grands rendez-vous du soir. 17h30, le grand débat. Qui s'est abonné à FB Direct, le podcast sur YouTube de FB, pas moi, François Bayrou, le Premier ministre. Le premier épisode est à écouter et à regarder, 8 minutes 36 de face caméra, sans montage, sans document en soutien, du pur François Bayrou, qui nous annonce qu'il ne prend pas de vacances et qu'il entend bien nous convaincre de l'urgence de faire des économies. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, allez-y, donnez-nous d'ores et déjà la réponse. Il y a plusieurs choix. La création de sa chaîne YouTube par François Bayrou vous semble 1. judicieuse, 2. inutile, 3. intéressante, 4. stupide. Et puis donc 18h40, le deuxième grand rendez-vous de la soirée, l'Aude, victime du plus grand incendie du 21e siècle sur le territoire français, une catastrophe naturelle, des victimes humaines et beaucoup de questions. Tout est parti de la commune de Ribotte hier après-midi. Avec le vent, le foyer se développe à la vitesse de 6 km/h. Les conditions atmosphériques favorisent ces phénomènes, mais n'en sont pas l'unique cause. Nous nous poserons la question avec les grands spécialistes tout à l'heure sur le compte X de Sud Radio. Donnez-nous votre point de vue. Face au feu de forêt, diriez-vous que nous sommes 1. coupables, 2. responsables, 3. impuissants, 4. victimes. Éric Brocardi fera le point avec nous, le célèbre porte-parole de la Fédération nationale des pompiers. Allez, présentation des 3 vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Un trio, une nouvelle fois de choc ce soir. On a beaucoup de chance cette semaine pour cette première semaine d'août. On va dire le cadre, l'incontournable, la valeur plus que sûre. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien Ménard. Vous pouvez recommencer, j'adore. C'est pas mal. Alors, vous voyez que je vous aime. J'adore. Bon. Élu aussi quand même. Élu à Biarritz, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Votre regard d'élu sera très important tout au long de cette émission également. Autre élu, Michael Sherman. Alors lui, c'est la révélation de cet été. Petit à petit, il s'est imposé dans cette équipe, président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal donc de Charenton-le-Pont. Bonsoir. Bonsoir. Charenton-le-Pont, Biarritz, bon, c'est une ambiance différente. Ouais, mais c'est la France. Oui, puis il y a des ponts à Biarritz aussi. Aussi. Et puis alors lui, que dire? On sait que quand il est là, il faut se mettre aux abris. Le vice-président du Centre européen des travailleurs, l'ancien grand syndicalisme et toujours très grand, Joseph Touvenel. Bonsoir, cher Joseph. Bonsoir Frédéric. Vous avez des choses à dire et à vous... Oui. La première des choses, c'est que ça sera face à face direct avec Mickaël, puisque nous habitons chacun d'un côté de la Marne. En face de l'autre. Bon, très bien. C'est une bonne chose. Bon, vous le savez, les auditeurs de Sud Radio, c'est important. On aura un œil tout au long de cette émission sur ce qu'il se passe dans l'Aude. Et d'ailleurs, on va aller tout de suite au 0826 300 300 avec notre auditrice qui sera l'auditrice fil rouge. Mais plus que fil rouge, puisque nous allons partir à Narbonne. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Bon, Cynthia, Narbonne, vous êtes malheureusement chaque année aux premières loges. On évoquait ces feux de forêt. Vous vouliez revenir sur ces feux de forêt avec un coup de gueule. Comment vous les percevez? Ça, on le voit, la situation dans l'Aude est désespérante. Quel est votre point de vue, vous qui habitez à proximité? Alors là, déjà, je suis toujours dans les bouchons et ça va faire bientôt 9 heures. Ouais. Pour pouvoir juste rentrer chez moi et pour avoir juste fait 60 km. La dernière fois, je suis restée coincée à 5h30 avec ma fille. Parce qu'il y avait eu les incendies aussi à Bizanay. Le monsieur qui était devant moi, en voyant les canadaires au-dessus de lui, important, parce que là, vous voyez, il pleut descendre, les canadaires, ils sont encore là. Il y a de la fumée parce qu'on respire pas super bien quand même. La seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de se jeter son ego par la fenêtre. Alors qu'on était en pleine intervention et en plein incendie. Ouais.
Vous êtes resté calme ou vous lui avez fait comprendre? Non. Je suis sortie, je lui ai dit que j'avais pris sa voiture en photo et que je l'ai envoyée à la préfecture et je l'ai dénoncé pour crime. Parce que pour moi, ça s'appelle un crime. Parce que les touristes qui viennent, c'est bien gentil, parce que des gens ont besoin des touristes pour vivre dans le sud de la France. Mais s'ils viennent pour nous cramer la région, dans ce cas, qu'ils viennent pas. Parce que là, franchement, c'est inadmissible. Entre eux et ceux qui font les barbecues, ça devient du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Les touristes uniquement ou alors certains habitants peu scrupuleux? Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais fumé, il m'arrive d'être touriste. L'histoire de la cigarette, c'est un point important, Cynthia, la cigarette. La cigarette, ça reste aussi un des premiers départs de feu, parce qu'ils ne regardent pas, ils jettent à travers la fenêtre. Ça, j'en ai vu combien faire, je peux vous le dire, que depuis que j'habite dans le sud, ça fait 20 ans, j'arrête pas d'en voir qui jettent les mégots par la fenêtre. Ensuite, les barbecues. On leur a dit, il y a des espaces dédiés, et quand les espaces dédiés sont fermés, il faut le respecter. Non, ils vont aller faire quand même un barbecue. Vous voyez, moi j'ai vu à la Garenne à Mirepessay, qui est pas très loin non plus de Narbonne, qui est entourée de forêts également, mais de la rivière, et ben il y en a, ils ont été faire quand même un barbecue alors que c'était fermé, avec un petit coup de vent, parce qu'on a quand même beaucoup de vent ici, on a la tramontane, donc faut y penser. Un petit coup de vent, et il nous a mis toute la Garenne sous le feu. Et ça, c'était il y a quoi, 6-7 ans, c'était avant le Covid. Bon, Cynthia, restez avec nous parce que ce que vous dites est très très fort et nos vraies voix souhaitent réagir évidemment. Je referai le point avec vous sur les routes. Je rappelle, vous êtes dans un embouteillage, mais déjà réaction autour de la table. Joseph Touvenel, l'histoire des cigarettes, etc., c'est insupportable. Ce que précise Cynthia avec des exemples, c'est un problème de comportement individuel. En fait, il y a un gros mot qu'on n'emploie plus beaucoup qui s'appelle le civisme. Le civisme, c'est être un habitant de la cité qui fait attention aux autres et aux règles de bon sens, parce que là, il ne s'agit que du bon sens. Fumer une cigarette, il y a des fumeurs très bien. Quand on est en zone de sécheresse, avec du vent en plus dans le sud, on garde sa clope éteinte et on ne fait pas de barbecue. C'est aussi simple que ça, mais on peut constater qu'à tous les niveaux, le civisme se perd. C'est moi, j'en veux, j'ai le droit, je fais. Sébastien Ménard, Cynthia nous parle des touristes. Alors vous, le biarro, vous connaissez bien cette histoire, le civisme des touristes. Vous en parlerez d'ailleurs tout à l'heure, mais déjà une réaction sur ce que dit Cynthia. C'est un peu le touriste est à l'image de la société. Je vais dire à mon voisin de gauche que malheureusement, le civisme, c'est un mot que peu de gens comprennent aujourd'hui. Quand vous prenez statistiquement les écervelés, les tarés, les inconscients et j'ai envie de dire les révolutionnaires en herbe, c'est-à-dire il y a des gens qui comprennent pas les règles, il y a des gens qui les oublient, il y a des gens qui les défient, et face à ça, on arrive à des catastrophes naturelles et à des catastrophes humaines telles que celles à laquelle on assiste dans l'Aude. Michael Sherman, il n'y a pas que le feu qui est une conséquence des incivilités. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Plus de 90% des feux de forêt sont d'une intervention humaine. Donc madame a raison et c'est juste des statistiques qui parlent. Après, ce qui est vrai, c'est qu'en plus le climat n'aide pas, puisque la tramontane, qui est quelque chose de particulier pour cette région, un vent violent et sec, évidemment diffuse. Après, je veux pas tout mettre sur le main, parce qu'il faut savoir aussi que dans les sapeurs-pompiers, plus de 78% des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Donc il y a d'une part l'humain qui fait du mal, mais on a aussi des très beaux humains qui font énormément pour notre pays, et qu'il faut savoir que près de 80% des pompiers sont volontaires dans notre pays, et il faut leur rendre hommage pour ce qu'ils apportent à la nation. On parle des pompiers, effectivement, 7 ont été blessés au dernier point, mais on refera le point tout à l'heure avec Éric Brocardi, le porte-parole. Cynthia, vous êtes avec nous depuis Narbonne, vous nous avez parlé d'embouteillage. Où êtes-vous exactement? Parce que on a appris que à partir de 16h, la fameuse autoroute A9, celle qui nous emmène en Espagne depuis Montpellier, avait été rouverte. Mais vous, exactement, où êtes-vous et comment ça se passe? Alors moi, je suis sur la départementale, parce que comme l'autoroute A9 était fermée ce matin quand je suis partie, j'ai pris la départementale, parce que je suis partie de Barcarès, donc il a fallu que je passe par le 4 pour rejoindre Narbonne. Donc j'ai pris la départementale, et comme ça fait déjà 8 heures que je suis coincée et je suis à un niveau où je peux pas rejoindre l'autoroute, à 16 heures quand elle a ouvert, forcément je pouvais pas la prendre. Donc je suis coincée, et maintenant je suis aux abords de Narbonne. Là, ça y est, je suis arrivée à Réveillon. C'est les premiers kilomètres de Narbonne. Il me faut encore à peu près 10 kilomètres pour arriver chez moi.
ça fait que ça va me prendre encore peut-être une petite heure vu le nombre de voitures, malgré le fait que l'autoroute soit ouverte. Hein, mais je rappelle quand même que depuis hier, parce que moi je devais partir hier soir de Barcarès, sauf qu'hier c'était déjà fermé. Quand je suis partie le soir, c'était déjà impossible à pratiquer parce qu'ils ont mis les barrières. La gendarmerie avait déjà commencé à mettre les barrières, ou peut-être, je sais pas qui, mais il y avait déjà les barrières. Ça fait que j'ai pas pu sortir même de la résidence. Voilà, donc j'ai même pas pu sortir de la ville. Ça fait que je suis revenue et je suis partie ce matin à 5 heures. Et c'est pareil, encore une fois, c'était toujours fermé, donc je suis revenue et je suis partie à 8 heures. Ouais. Voilà. Et depuis 8 heures ce matin, je suis dans ma voiture. Bon, Cynthia, ce témoignage, déjà est très important parce qu'il donne une photographie très précise de ce qui se passe sur le terrain. Et je le rappelle à tous les auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas, comme Cynthia, à nous donner des informations. Zach est au standard au 0826 300 300. Nous en parlons avec nos vraies voix. Tiens, les vraies voix, une question. Savez-vous quelle est la superficie de Paris en hectares? Est-ce que quelqu'un a une idée autour? Joseph Touvenel, vous qui savez tout. Aucune idée. Par contre, les embouteillages, c'est comme la 9 aujourd'hui. Oui, d'accord, on est d'accord. Alors, Paris, c'est 10 000, ce sont 10 540 hectares. Bon, vous voyez ce qu'est Paris? Eh bien, au moment où on se parle, 16 000 hectares ont brûlé à la mi-journée. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que Paris. C'est 1000 hectares par heure qui partent en fumée actuellement. Ouais, Sébastien Ménard. Ouais, effectivement. Donc, Cynthia, vous restez avec nous. On va essayer de vous accompagner autant que faire se peut. Vous réinterviendrez avec nous. Vous êtes notre auditrice fil rouge. Si on peut vous aider, vous remonter le moral, on le fera. Merci en tout cas. Et n'hésitez pas, dès qu'il y a des infos importantes, vous êtes en contact avec Zach et puis tous les auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Dans un instant, un spécial feu de forêt dans l'Aude avec Félix Mathieu, qui va arriver avec ces mots de l'actu consacrés bien sûr à ce feu d'une catastrophe inédite, le plus grand feu qu'ait connu la France au 21e siècle. À tout de suite. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Autour de nos vraies voix ce soir, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et élu à Biarritz, Michael Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal dans le Val-de-Marne à Charenton, et puis Joseph Touvenel, ex-CFTC, vice-président du Centre européen des travailleurs. On suit avec vous les auditeurs au 0826 300 300 la situation dans l'Aude. On va faire bien sûr le point sur l'actualité. On vous le rappelle, 16 000 hectares brûlés à la mi-journée sur le massif des Corbières. C'est le moment des 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir, alors Frédéric. Évidemment, on revient sur cet incendie ravageur avec vous dans l'Aude. Les 3 mots y sont consacrés. Oui, l'incendie hors de contrôle a déjà parcouru 16 000 hectares et une quinzaine de communes dans l'Aude, faisant un mort et un blessé grave. Tout est parti de Ribotte, puis les flammes se sont propagées très rapidement, plus de 5 km par heure dans la végétation extrêmement sèche de ce massif des Corbières. L'ensemble des moyens aériens du pays sont déployés sur place. François Bayrou s'est rendu sur place. Il parle à l'instant d'une catastrophe d'une ampleur inédite. Les vraies voix Sud Radio. On distingue à peine la silhouette des avions à travers les énormes nuages de fumée au-dessus de l'Aude. Les flammes parties de Ribotte hier se sont propagées très vite dans la Pinède avec une végétation très sèche, des vents difficiles. 16 000 hectares parcourus par ce méga incendie dans la commune la plus sinistrée, Saint-Laurent de la Cabrisse. Une femme de 65 ans a été retrouvée morte dans sa maison. Elle avait refusé d'évacuer. Les secours font également état d'un blessé grave. Une personne en revanche qui était portée disparue a finalement été retrouvé. Le feu laisse derrière lui en tout cas un paysage de désolation, raconte Éric Ménassi, président de l'association des maires dans l'Aude. Aujourd'hui, au travers de cet incendie monstrueux, ce sont des vies qui ont été dévastées, des métiers qui vont disparaître. La vigne est dans une souffrance extrême. Nous manquons d'eau, nous manquons de tout. Le paysage est lunaire. Il n'est plus possible de vivre comme nous vivions. Nous voyons bien que le manque d'eau dans les années qui viennent va devenir une problématique majeure. C'est une survie pour notre territoire. Et aujourd'hui, je pense à ces milliers de gens qui sont dans une détresse absolue. Je pense aussi au monde agricole, au monde viticole. Pour certains d'entre eux, ils ont tout perdu.
Éric Ménassi, président des maires de l'Aude avec Jean-François Aquili ce matin sur Sud Radio. L'autoroute A9 entre la France et l'Espagne a été rouverte. Elle avait été fermée la nuit dernière, menacée par la progression de l'incendie. 25 habitations étaient touchées sur une quinzaine de communes parcourues. Dans le ciel des Corbières, en tout cas, tous les moyens aériens nationaux ont été mobilisés. Dispositif colossal, 2000 pompiers soutenus par 500 engins au sol. Mais un feu toujours hors de contrôle, comme le racontait déjà ce matin le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Eric Brocardi. Les avions, comme les camions, sont armés par des individus qui, au cours d'un incendie comme on le connaît là actuellement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Oui. C'est des successions de défaites. C'est-à-dire qu'on pose des lignes au sol, ça ne marche pas. On repose, on redéploie, on range le matériel, on va reposer un peu plus loin, ça ne fonctionne toujours pas. Déjà, nous avons affaire à un feu qui dépasse un peu l'entendement de ce que l'on a pu voir depuis maintenant 2-3 ans. On est sur une vitesse de propagation extrêmement rapide, 5,5 km/h, c'est extrêmement conséquent. Éric Brocardi qui nous disait ce matin vouloir qu'on parle désormais de soldats du climat d'ailleurs et non plus de soldats du feu. Alors on peut peut-être écouter François Bayrou, le Premier ministre, qui est en train de répondre à des questions en direct depuis Saint-Laurent de la Cabrérice dans l'Aude. Négligent à un moment ou à un autre. Et cette irresponsabilité-là, il faut savoir la sanctionner très fort. Monsieur le Premier ministre, quel est le moyen, le bras de levier que vous avez pour faire accélérer les procédures d'indemnisation des pauvres gens ? Nous allons mobiliser tout ce qui existe. Et si on peut, un peu plus. Parce qu'on est obligé d'être à leur côté. Mais vous savez à quel point les obligations administratives existent, qu'on ne peut pas d'un trait de plume les rayer. C'est pour ça qu'on est là, pour mobiliser, accélérer, fédérer et entraîner pour qu'il y ait de véritables réponses. Mais je me mets tout à fait à la place et aux côtés de ceux qui ressentent la situation comme terrible pour eux et qui attendent de l'aide que nous sommes là pour leur apporter le plus vite possible. Mais je sais que le plus vite possible, c'est généralement pas assez vite. Voilà, François Bayrou, quasiment en direct depuis l'Aude qui intervenait. Félix Mathieu. Plus de 2500 foyers sont toujours privés d'électricité. Concernant la centaine d'habitants évacués hier soir, eh bien, il est trop tôt pour regagner leur domicile, prévient la préfecture de l'Aude. 2 campings avaient été évacués également par précaution à La Palme. Les autorités réitèrent cet après-midi leur consigne de sécurité à la population, appelant notamment à rester confinés, sauf ordre d'évacuation donné par les sapeurs-pompiers. C'est ce que nous rappelait aussi ce matin Thierry Lacombe, président de la protection civile de l'Aude. Les personnes doivent rester confinées. Si elles doivent être évacuées, les pompiers ou les forces de l'ordre, à ce moment-là, viennent les chercher et leur demandent de quitter leur logement. Ça évite également de prendre des risques, ça évite d'utiliser son véhicule, d'encombrer les routes. Mais bon, là, il faut appeler les gens à la prudence et à la raison. Et il vaut mieux qu'ils soient dans un endroit déterminé, localisé, pour qu'on puisse justement venir les récupérer ou les faire sortir. Parce qu'il y a des contrôles qui sont faits au fur et à mesure. Quand il y a une évacuation, on passe toutes les maisons en revue. Alors, réaction sur ce qui vient d'être dit de la part de nos vraies voix. Déjà vous, Michael Sherman, sur les moyens à mettre en œuvre. On parle de l'enquête, on parle bien sûr des interventions des pompiers. On voit bien que la France est un petit peu en retard quand même pour être aussi réactif qu'on le devrait. Il y avait un rapport parlementaire, je crois, au mois de juillet, début juillet, qui déjà prévenait que sur 3 départements, dont l'Aude, que nous n'aurions pas les moyens pour faire face à des feux de forêt. On a 3000, je crois, à 4000 feux de forêt par an, avec les chiffres que vous nous donnez notamment d'hectares. Il aurait donc brûlé en une seule journée ce qui brûle normalement en 1 an. Donc c'est oui, historique. Effectivement, on est sur on est à peu près sur ce ratio-là. Donc c'est accablant, il faut écouter. Et si vous regardez, il y a eu 2 communiqués différents. Le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, le premier communiqué ce matin quand il a pris la parole, il ne parlait pas du manque de moyens. Et je pense qu'on l'a autorisé parce qu'il y a quand même un respect, un devoir de réserve. Et plus tard dans la matinée, ils ont dénoncé le manque de moyens. Ils sont allés au front en disant nous appelons l'État à nous offrir des moyens. Donc on voit que même lorsque l'armée, puisque c'est un corps militaire, les pompiers s'autorisent à prévenir l'État et à appeler à des moyens, c'est vraiment que la situation est catastrophique. Bon, Sébastien Ménard, là encore, il est question en termes de budget de faire un effort. Moi, je suis moyennement d'accord avec cette position-là. Je pense que c'est un problème de doctrine aujourd'hui. Je vais m'expliquer pour pas faire
pour pas faire le techno de base, simplement des moyens. On est toujours en France dans une logique de moyens, plus de ceci, plus de cela. La doctrine, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique fait que, et la manière dont on gère et au mieux nos forêts ne sont plus des broussaillers. Vous avez souvent des voies. Regardez par exemple quand vous prenez le TGV, ce que je fais 1 à 2 fois par semaine, on débroussaille un peu, mais pas si loin. Voilà. Donc évidemment, ça reste. On crée quelque part des zones propices à l'embrasement. Premier élément. Et deuxième élément, il fait chaud. Il fait très très chaud. Enfin, quand on voit, c'est pas normal d'avoir eu un début de mois de juin 36, 37, 38 degrés, 40 degrés, 42 degrés. La Terre ne se refroidit pas. Donc vous avez beau arroser, vous mettez 1 canadair, 12 canadaires, 13 canadaires, une épine d'épineux qui a été trempée, qui a été éteinte par les pompiers, un coup de vent, un peu de chaleur, se réallume, se réembrase. Donc en fait, c'est un problème de doctrine. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être effectivement créer des réseaux d'eau pour éteindre nos forêts en bordure de route, etc., etc. Donc c'est un changement de paradigme. C'est pas que des problèmes de véhicules, c'est pas que des problèmes de bras, c'est pas que des problèmes de canadair. Bon, autre élément important, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, vient de déclarer que des moyens militaires allaient être mis en œuvre. Et évidemment, réaction d'un spécialiste sur la question, Joseph Touvenel. Les moyens militaires sont toujours mis en œuvre quand il y a une catastrophe naturelle. Les armées sont disponibles, ont un savoir-faire, ont du matériel, un sens de l'engagement et de la discipline qui aident et des moyens de débroussaillage d'urgence pour empêcher les feux d'avancer. Cela dit, je crois que la vérité, c'est aussi dans les moyens, parce que nos canadaires, c'est de toute façon utile pour faire cesser un incendie, mais ils sont vieillissants, et entre le nombre théorique qui peuvent servir et le nombre réel, on a un delta. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on sait qu'on n'a pas le nombre suffisant, on en a moins qui sont opérationnels qu'il y a quelques années. C'est un véritable problème. L'autre problème, il a été aussi soulevé, c'est l'entretien. Moi, j'ai souvenir le très gros incendie qu'il y a eu il y a 3 ans, je crois, dans les Landes, dans la forêt des Landes, forêt de pin des Landes. Il était dû à quoi essentiellement? Il a été dû au fait que les écologistes ont fait des cacas nerveux quand il s'agissait de débroussailler, en disant « si vous coupez les petites herbes, c'est pas bien ». Alors, on a laissé. Et une fois que l'incendie part, quand c'est débroussaillé, c'est plus facile à arrêter. Exactement. Mais quand il y a des herbes partout, et dernier exemple que j'ai vécu chez un ami ingénieur à la SNCF, assez court, à 14 juillet, il a été appelé en urgence, parce que comme c'était pas débroussaillé au bord des voies, il y a un train de marchandises qui avait un frein serré, ça fait des étincelles, qui a fait des étincelles sur des dizaines de kilomètres. Si les voies avaient été entretenues, ça mettait pas le feu. Comme elles n'étaient pas entretenues, sur des dizaines de kilomètres avec le Mistral, le feu. Exemple concret. Alors, Félix, Mathieu, on termine avec vous ce spécial feu de forêt avec une discussion qui a retenu votre attention. Oui, on en parlait, le Premier ministre s'est rendu sur place avec Bruno Retailleau, son ministre de l'Intérieur. Ils ont notamment rencontré le maire de Saint-Laurent de la Cap-Brice. On en parlait, Xavier de Volontat. C'est dans sa commune qu'une habitante a été retrouvée morte. Il leur a fait part de son désarroi et de l'avenir aussi, des perspectives. Justement, ce n'est pas la même végétation qui devra repousser sur place, dit-il. On s'aperçoit avec ce que disait le colonel, sèchement des arbres, cette punaise accentue ces problèmes de feu, de propagation. Donc, mais comment changer d'un seul coup la composition de ces forêts? Il faut y penser, quand ils sont brûlés comme ça, à dire il y a autre chose à faire. Et je crois que c'est là aussi où il faut se pencher sur notre avenir à nous, petites communes, de ne pas vivre des 24 heures comme on vient de vivre, qui sont vraiment traumatisantes. Échange capté par nos confrères de BFM TV. Certains mettent en cause aussi la politique d'arrachage des vignes qui aurait pu aggraver la propagation des flammes des vignes arrachées dans le cadre du plan de réduction de la production viticole. Sauf qu'avec leur espacement, elles jouaient un rôle un peu de coupe-feu plus que la broussaille. On va en reparler notamment avec le sénateur PS de l'Aude, Sébastien Plat, dans l'info en plus des vraies voix vers 18h15. Enfin, l'Union européenne se tient prête à venir en aide à la France. C'est ce qui vient d'être indiqué à l'instant sur les réseaux sociaux par la commissaire en charge des situations de crise. Merci Félix.
Félix Mathieu. Voilà pour cette première demi-heure que t'es consacrée à ces feux de forêt. Nous y revenons bien sûr dans les vraies voix de Sud Radio de l'été. Juste avant, on va se retrouver quand même pour le grand débat. C'est la série de l'été, à en croire la passion qu'elle déclenche. François Bayrou lance sa chaîne YouTube sous forme de petit podcast. La question, la création de cette chaîne YouTube par François Bayrou vous semble 1 judicieuse, 2 inutile, 3 intéressante ou 4 stupide? Donnez-nous votre impression sur le compte X de Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Restez bien avec nous, vous l'avez compris, nous vous tenons régulièrement au courant de l'évolution du terrible incendie qui touche l'Aude et ses si belles forêts, le massif des Corbières. Nous continuons bien sûr le cours aussi de notre émission des vraies voix avec nos 3 vraies voix ce soir. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et élu de Biarritz. Un autre élu de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, Michael Sherman, qui est aussi président de l'association Engagement France Solidarité. C'est l'homme qui vous dit bonsoir pour la 2e fois parce qu'il est très bien élevé. Et puis Joseph Touvenel qui n'a pas envie de vous dire bonsoir parce qu'il... Non, je vous dirais bonjour parce que moi je me lève simplement, j'ai été toute la nuit en boîte. Vice-président du Centre européen des travailleurs. Merci à vous 3 d'être avec nous. Vous observez aussi avec nous l'évolution de cet après-midi, mais il y a un grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Voici le youtubeur François Bayrou explique face caméra, sans montage ni support documenté, ses orientations budgétaires aux Français. Enfin, à ceux qui prendront le temps de se connecter en tapant FB direct YouTube. Et ce n'est pas simple de tomber pile sur le podcast, soyez déterminés. Le côté effectivement de communication de François Bayrou est mis en avant dans cette démarche à un moment où la cote de popularité du Premier ministre est en chute libre. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, une question dont les résultats me font déjà un petit peu rire. La création de cette chaîne YouTube par François Bayrou vous semble injudicieuse, vous dites oui à 1%. C'est pas 1%, 2%, attention. Bon, est-ce qu'elle vous semble inutile? Vous dites oui à 30%. Est-ce qu'elle vous semble intéressante? Vous dites oui à 3%. Et est-ce qu'elle vous semble stupide? Vous dites oui à 68%. Donc dans l'ordre de préférence, 68% stupide, 28% inutile, 3% intéressante, 1% judicieuse. Pour en parler avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Ça parle dans le téléphone. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On entendait des petits retours. Voilà. Alors évidemment, nous allons échanger avec les vraies voix, mais il faut quand même que vous écoutiez ce premier extrait. C'est quasiment le début donc de ce podcast qui dure au bas mot 8 minutes 36 secondes. Voilà comment ça commence, François Bayrou. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. C'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Bon, j'ai laissé, je sais pas, il ne l'a pas remonté, notre cher réalisateur, le son Anthony Urvois. Vous n'avez pas... Si, vous l'avez... Non, mais vous n'avez pas touché, c'est l'enregistrement tel quel, voilà. Donc vous avez bien compris, et Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, va nous le confirmer, que on va dire que ce n'est pas hyper fluide, c'est plutôt hésitant. C'est comme s'il s'était mis devant la caméra en reprenant un terme que tous les jeunes autour de cette table, et je pèse mes mots, connaissent, freestyle. On est d'accord qu'en termes de communication, la démarche existe, mais elle pourrait être un petit peu plus affinée, Philippe Moreau-Chevrolet, non ? Déjà, il y a 3 problèmes. Ça n'est pas un podcast, il n'y a pas de partage et il n'y a pas d'échange. On est dans une élocution télévisée qui pourrait avoir lieu tout à fait à 20h sur TF1, France 2. Voilà, ça ne ferait pas une grosse différence. Effectivement, ça a l'air assez hésitant. Je pense quand même que comme ça a été enregistré
Ça a été probablement assez préparé, mais je pense pas qu'il lisait un texte, effectivement. Il devait chercher peut-être à être plus naturel de cette façon, ce qui, forcé de le reconnaître, n'est pas une énorme réussite. Bon, pourquoi il fait tout ça quand même? Il essaie de préparer sa rentrée politique, de regagner un petit peu de poids, de faire parler de lui pendant l'été où il n'y a pas beaucoup d'autres actualités, en dehors des incendies ou des faits divers, il ne se passe pas grand-chose. Donc il doit se dire qu'il peut remonter un petit peu et qu'il a rien à perdre finalement et qu'il peut remonter un peu dans l'opinion. Et là où ça va, là où ça va très loin, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est qu'en plus il le dit, il dit je ne pars pas en vacances. Donc quelque part c'est une communication à brûle pour point. Première réaction autour de la table, Sébastien Ménard, plutôt convaincu ou pas, Sébastien? Non mais j'ai pas, enfin, pardonnez-moi, mais j'ai pas à être convaincu ou pas. Ah bah si, parce que votre avis est important. Non, en plus vous êtes plutôt assez sympathisant de l'homme. Je connais bien François Bayrou. Ah oui. Je partage en partie un certain nombre de ses idées centristes. Mais vous n'hésiterez pas à le critiquer sur ce même micro, on est d'accord. Mais là où je m'étonne, c'est que alors que les Français finalement en ont marre quelque part de ce qu'on appelle dans nos métiers les EDL, les éléments de langage, les éléments de langage, pardon, les punchlines, c'est-à-dire les formules toutes faites, les mots valises, enfin bref, Là, on a un mec qui est accessoirement Premier ministre, qui a une grande expérience, qui est arrivé dans un contexte politique où, franchement, il n'y avait pas d'appelés et pas d'élus pour faire le job, ou en tout cas tenter de le faire, le job de Premier ministre. Et il décide de parler aux Français. Enfin, moi, ce que je vois dans cette vidéo cette première vidéo qui a fait 66 000 vues, c'est que, bon, certes, il y a un taux... C'est pas énorme, hein, 66 000. Non, mais 66 000 vues, c'est pas beaucoup. Enfin, ceci dit, on est en plein mois d'août, il n'y a pas personne, il n'y a quasi plus personne dans ce pays qui bosse. Donc, dire qu'il bosse... Merci pour nous. Non, mais nous, on bosse, oui. Mais il y a plein de gens qui bossent pas. Et malheureusement, monsieur le syndicaliste, il y en a de moins en moins. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est bien ce que reproche, c'est qu'on a trop de chômeurs, absolument. Vous allez ramer. Non, je continue. Essayez de rester dans le débat, messieurs. Mais nous y reviendrons. Mais vous avez un François Bayrou. Il n'est pas bon ou bon. Il fait du François Bayrou. Ouais. François Bayrou, c'est pas... Sous-entendu, il n'est pas bon, il fait du François Bayrou. Non, c'est pas ce que j'ai compris. C'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'on ne peut pas dire il est bon ou il n'est pas bon. Il fait du François Bayrou. C'est-à-dire le François Bayrou, c'est pas l'homme de la formule toute faite, de la punchline, de machin. C'est quelqu'un qui va être un peu hésitant, qui va utiliser des figures de style ou pas très simples pour essayer d'être audible, compréhensible, digeste du plus grand nombre. Il nous fait du Bayrou. Alors, et le fait qu'il utilise son été travaillé à discuter avec des Français, il a raison de le faire. Voilà. Bon, Sébastien, le deuxième son, donc je confirme, notre réalisateur Anthony Urvois ne l'a pas remonté, hein, c'est tel quel. Écoutez cet extrait où il parle de l'importance du déficit. En fait, l'objet de ce rendez-vous, c'est de nous convaincre de la priorité de ce qu'il a annoncé. Écoutez. Et ce danger existe parce que nous l'avons laissé se développer au travers de 50 ans de déséquilibre. Le dernier budget en équilibre de la France, il a été présenté, tenez-vous bien, en 1974. C'est dire à quel point nous sommes devant une accumulation au fond, de dérives ou d'acceptation de dérives. Les efforts sont à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. Voilà, je vous l'avais dit, on ne l'a pas monté. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, nous en radio, les espaces, on les aurait coupés. Donc, notre réalisateur vous l'a dit. Non, mais il a raison. Alors, Michael Sherman, parce que l'objectif, c'est de faire passer un message aussi. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est pas très clair. François Bayrou n'a pas l'air d'être très clair et de savoir vraiment ce qu'il fait, puisqu'il est très hésitant. Alors, il va faire des petits... c'est une série, quoi. Hein, François Bayrou, c'est exactement ce qu'il fait. Non, j'ai compris que vous étiez son avocat, mais... Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il sait exactement ce qu'il fait. Simplement, il nous fait du François Bayrou. Alors, Michael Sherman. Moi, j'estime, en tout cas, c'est mon opinion, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. L'hypercommunication pour remplacer l'hyperaction inexistante. Aujourd'hui, c'est la politique du vide. Il y a un gouvernement qui est totalement, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous avez un espèce de, une salade, un mixte de ministres qui n'ont aucune idée en commun, qui n'ont aucun cap en commun. Et aujourd'hui, je pense que les Français en ont marre du marketing, en ont marre on ne sait pas quoi faire, on va faire une chaîne YouTube, on ne sait pas quoi faire, on va promettre, on va prendre des éléments de langage. Je pense que les politiques publicitaires, c'est pas ce que les Français aujourd'hui.
Mais il n'y en a pas du tout. Si, une énième chaîne YouTube. Et en plus, il dit qu'il veut créer un dialogue. 4000 abonnés, c'est que dalle. C'est pas du marketing. C'est tout récent aussi. Premièrement, c'est pas parce qu'il réussit pas qu'il n'avait pas l'intention de réussir. Et en plus, si vous allez sur YouTube, ouvrez les commentaires et écrivez le dialogue. Il dit je vais aller parler aux Français, mais il empêche les Français de commenter sur YouTube. C'est ce que disait Philippe Moreau-Chevrolet. Alors sur ce que vient de dire Michael Sherman, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Alors ça, c'est une excellente question. Lui a l'impression que oui, parce que il est resté un peu bloqué dans les années 80. Donc pour lui, la bonne communication, c'est une communication verticale avec un long discours, un long monologue où on s'explique. On va prendre quelques questions des Français, puis on va répondre. En fait, le monde a beaucoup changé depuis cette époque-là, et aujourd'hui, on peut plus fonctionner de cette manière-là. C'est très violent, les réactions en retour. Les commentaires ont été coupés, ce qui était une maladresse visiblement. Mais du coup, il s'est pris un torrent d'attaques et d'insultes pour ça. Donc, ce qui est maladroit, c'est un petit peu on a l'impression qu'il y a un décalage culturel entre François Bayrou et les Français. Ouais. C'est que les Français ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Ils pourraient changer, effectivement, pour commenter, pour prendre les gens à partie, pour discuter entre eux d'une façon horizontale. Ils ont besoin d'informations. Plus qu'autre chose sur cette réforme parce qu'ils ne la comprennent pas, et ce serait très utile que le Premier ministre fasse un vrai podcast. C'est ce qu'il fait. En même temps, c'est ce qu'il fait. Mais c'était que le premier épisode. Non, c'est pas un podcast. Un podcast aux États-Unis, d'ailleurs, Donald Trump l'a fait, tout le monde l'a fait, c'est 2 heures face à un intervieweur. On passe en revue tout, et on pourrait tout à fait le faire sur le budget, ce serait passionnant. Il faudrait que l'intervieweur soit vraiment punchy, mais c'est ce qui fait normalement le succès des podcasteurs. Emmanuel Macron a fait un podcast de ce type, 2 heures, les gens consomment parce qu'ils savent qu'il y a du fond, il y a des informations, il y a des réponses. Là, il y avait juste quelqu'un qui disait « je bosse pas ». Donc vous voyez, je suis au travail. Oui. Voilà. Et vous bossez pas, mais moi je bosse, par exemple. C'est ça, oui. Je vais pas partir en vacances. Le message principal, c'est je suis là. Et ensuite, il n'y a pas de demain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance négative de cette formule. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain si on fait rien. Il n'y a pas de demain si on fait rien. Attendez, parce que là, il y a plein de réactions, c'est très intéressant. Michael Sherman, en 10 secondes, vous êtes capable de surenchérir? Juste, oui. Simplement, il n'y a pas de maladresse. YouTube Studio, quand vous publiez une vidéo, il a des équipes de community managers. Il choisit que les commentaires sont qu'il n'y a pas de commentaires. Donc déjà, c'est un choix délibéré. C'est pas une maladresse. Et en plus, c'est représentatif de ce qu'il est. Il ne veut pas communiquer. Il veut monologuer. Il a le pouvoir. Il est moralisateur. Il veut donner des leçons aux Français. Ça fait 20 secondes. Et en plus, il faut le remercier. 0826 300 300. Notre auditrice fil rouge, Cynthia. Alors ça tombe bien parce que Cynthia, vous le savez, elle est dans les embouteillages depuis Narbonne. Elle est notre observatrice des feux et forcément, on lui propose de réagir à un débat qui est en plus énervé. J'espère que ça va, Cynthia. Mais dites-nous, dites-nous, vous êtes sortie des embouteillages ou pas? Pas du tout, j'y suis encore. Bon, alors donc ça veut dire que vous êtes bien remonté. Vous, cette histoire de podcast, de série, appelons-le comme on veut sur YouTube, ça vous semble intéressant, inutile? Vous le voyez comment, ça? De la manière dont il l'a fait, ça sert à rien. S'il voulait toucher un public jeune, il aurait dû faire plus de dessins et moins de paroles. Il avait eu envie de toucher un public de millennials, comme on appelle. Là, dans ces cas-là, il aurait fallu faire un peu comme Monsieur Macron avec, comme il a fait la fois où il a voulu. Oui, faire avec les influenceurs et tout ça. Voilà, il faut toucher, mais différemment. Voilà. Et les gens au-delà de 40 ans et plus, là, il faut aussi les toucher un petit peu différemment. Ce qu'il a fait, ça sert à rien. C'est ennuyeux, ça va toucher personne, ça lui fait du bien à lui, mais ça fera du bien à personne, et puis ça n'a rien à nous apprendre, puisqu'on sait déjà tout ce qu'il va nous dire. Bon, Cynthia, je suis pas loin de penser que vous êtes la vraie star de l'émission, parce que votre témoignage tout à l'heure, plus celui-là, vous mettez tout le monde d'accord. Si ça peut vous aider à vous calmer, mais quand vous êtes énervé, vous êtes superbe, hein. Changez rien. Alors, le point de vue, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, on le veut absolument, Joseph Touvenel, tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que finalement, c'est pas un François Bayrou qui essaye de faire Jones, mais qui fait comme Fabius une année quand il s'était mis en jean, ça le fait pas? Alors ça le fait tellement pas que quand je l'ai vu, je voyais le responsable du comité communiste au moment de l'URSS qui prenait la parole. La seule différence, c'est que derrière il y avait un fond gris et là le fond est blanc. Donc c'est quand même un truc... vous avez des références, vous. On n'est pas dans la même époque. Hein. Après, le début frisait le ridicule. Voilà un Premier ministre qui nous dit au mois d'août: Français, Française, je ne partirai pas en vacances. Alors là, moi, je me lève, j'applaudis, quel sacrifice, j'arrache ma chemise de joie. Enfin, franchement. Ensuite, que nous dit-il?
Il nous dit, voilà, ça fait des décennies que nous sommes en déficit, que ça va mal, la situation est grave. Il a raison. Et moi, je me dis, mais il a soutenu combien de gouvernements pendant ces décennies, François Bayrou ? Eh ben, pas beaucoup. Pas beaucoup, dit Sébastien Ménard. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il a soutenu la période où il était ministre de la droite plurielle. Voilà. Et depuis, avant, il soutenait personne, et après, il soutenait personne, et notamment pas Nicolas Sarkozy, et pas son successeur François Hollande. Il l'a aidé à le faire élire, mais il l'a pas soutenu. Non, il les a aidés à faire élire. Oui, d'accord. Non, sauf Sarkozy. Donc c'est des choix. Mais plus que j'aurais attendu, s'il veut. Alors, politiquement, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche à contourner le Parlement. C'est son objectif politique, là. C'est-à-dire, je veux avoir les Français avec moi pour contourner le Parlement parce que j'ai pas de majorité. On peut le comprendre, mais ce qu'il devrait faire, c'est pas de nous dire, comme il nous l'a dit, c'est urgent et nous allons en parler. Non. Depuis le temps qu'il est Premier ministre, depuis le temps qu'il sait qu'il y a un déficit considérable de la France, il devrait nous dire quelles sont les mesures concrètes qu'il prend. Alors moi, je vais lui en proposer une qui est très simple, qui montre le dysfonctionnement de l'État français, de l'État. Et si vous pouvez le faire vite, c'est un. Je suis un syndicaliste, donc je suis très très attaché au syndicalisme qui est utile, voire indispensable. Mais j'aimerais savoir combien il y a de permanents syndicaux par ministère. J'avais écrit il y a quelques années, pour avoir ces chiffres, les ministères, les ministres sont incapables de répondre. En clair, ils ne savent pas qui fait quoi dans leur ministère. Alors, avant de demander aux Français de se serrer la ceinture, qu'on regarde l'organisation interne de l'État. Merci les vraies voix. Bravo à Sébastien Ménard, qui a endossé le rôle de défenseur, pas d'avocat. Respecter son positionnement. Non, mais c'est enfin, celui du bon sens. Oui, non, c'est pas ça. Ça, c'est l'entente rugby entre Pau et Biarritz. Merci à Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et président de MCBG, qui a été très clair sur l'aspect communication. Vous avez pris la brèche, vous êtes enchaînés, et les uns et les autres, et c'était passionnant. Dans un instant, on va jouer, on retrouvera Cynthia. Cynthia qui va sans doute vous battre parce que la forme dans laquelle elle est sur le blind test, je pense qu'elle est grande favorite. Et puis on retrouvera juste avant, on fera un petit clin d'œil au foot aussi parce qu'on n'a pas pu le faire. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Et oui, une journée particulière et on a une grande pensée pour tous ceux d'entre vous qui habitez l'Aude et qui, effectivement, est totalement impuissants face à ce spectacle de désolation qui nous est proposé. Plus de 16 000 hectares ont brûlé. Nous y reviendrons évidemment avec nos vraies voix. Nous avons fait une demi-heure spéciale tout à l'heure. Du coup, on n'a pas eu l'occasion de recevoir notre petit Paul, le petit Paul Vinel, vous savez, qui est le dernier, les vraies voix, hein, c'est le dernier de l'équipe, et il a notre regard sur les vacances. Et c'est plus les vacances pour tout le monde parce qu'il y a quand même du sport pendant les vacances. Paul Vinel, il y a une actu sport. Exactement, ça y est, la saison de football est lancée dans l'Hexagone. L'OGC Nice est le premier club français à fouler les pelouses en match officiel. Ce soir, les Aiglons commencent leur campagne européenne avec la réception du Benfica Lisbonne pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un match crucial pour accéder à la phase de Ligue de la Champions League. Mais alors pour atteindre ce stade de la compétition, les hommes de Francaise doivent faire face d'entrée à un club d'expérience, 8e de finaliste de l'A1 la saison passée. Les Azuréens peuvent tout de même miser sur une préparation plus complète que leur adversaire, eux qui ont terminé tardivement leur saison le 28 juin dernier, avec notamment le mondial des clubs. Élément de réponse de Francaise en conférence de presse hier. Globalement, il y a eu plein de bonnes choses dans la préparation, mais personne ne peut être à 100% aujourd'hui, au bout de 5 semaines et demie, 6 semaines, un peu moins pour les internationaux. Donc ça, on le sait. Maintenant, de le préparer de la meilleure des manières, sur à la fois le courage, la personnalité et en même temps le calme, ça va être une notion dans ce type de match qui va compter, oui. Alors, l'hymne de la Ligue des Champions retentira-t-il de nouveau à l'Allianz Riviera après ces tours préliminaires ? Ça serait bien. Ouais. Bien sûr, ce soir. S'il se qualifie, alors il y a un aller et un retour, et après, s'il se qualifie, il y a encore un autre. Bon, exactement. Ça sera pas ça. Mais en tout cas, ceux de Benfica, ils sont pas reposés. Enfin bon, il faut quand même, c'est les cadences infernales. On sent qu'il y a du business derrière. Bon, merci pour ce regard des vacances. Désolé pour le décalage, cher Paul Vinel. Bon, mais maintenant, c'est l'heure du blind test. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, c'est pas le quiz de l'actu, c'est le blind test de l'été, mais bon, c'est pas grave. Cynthia est toujours avec nous. Cynthia, ça va ?
Oui, ça va. Alors, même si je suis toujours dans les bouchons. Oui, c'est ça le problème. Vous êtes toujours dans les embouteillages. Contrainte pas loin de Narbonne à cause de la fermeture depuis ce matin de l'A9. Mais l'A9 a été réouverte à 16h. Mais trop tard pour vous. En tout cas, on vous fait jouer avec nous. Vous êtes calé en musique ou pas ? Je suis pas très douée, mais c'est pas grave, on va quand même tenter. Alors, avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et élu de Biarritz. Michael Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité. Et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Messieurs, vous allez donc être défiés par Cynthia. Je vous rappelle le principe. 9 extraits. Vous devez nous trouver l'interprète. Le plus rapide marque un point. Au bout des 9, on verra qui est le meilleur. C'est comme Nice-Benfica. C'est exactement pareil. Est-ce que vous voulez que je vous donne le thème ? Oui. Moi, j'aimerais les réponses. Le thème, c'est les gens qui s'aiment. Bah oui, je voulais vous apporter un petit peu de bonheur dans ce monde de brut. Vous êtes amoureuse, Cynthia, ou pas ? Mariée. Ah, bah donc amoureuse. Bah, ça veut dire. Ça dépend depuis combien de temps. Elle a pas dit amoureuse, elle a dit mariée. C'est joli. Décidément, tout ce que vous dites est toujours un événement, Cynthia. On vous garde. Hein. Bon, alors attention. Voici le premier extrait. Vous nous donnez l'interprète. Comment il s'appelle ? Slimane. Slimane, Cynthia qui marque le premier point. On laisse parler l'auditeur avant, l'auditrice avant. Non. J'aurais dû y aller. Vous auriez dû. J'aurais dû y aller. Mais ça montre que vous avez 1 du talent. Merci. 2 de la galanterie et 3 une vraie passion pour François Bayrou. C'est ça. Merci Sébastien Ménard. Attention, ça nous rajeunit pas. Peut-être que Joseph Touvenel est le favori là-dessus. Extrait numéro 2. J'ai oublié. Eh oui. C'est pas évident, hein, c'est le plus dur sans doute des 9. Hein. Oh, c'est pas Piaf, ça. Non, c'est pas Piaf. C'est pas... Ouais. Vous dites quoi, Cynthia ? Ah, j'ai oublié comment elle s'appelait. Hein. Emmène-nous à danser ce soir. Michel Thor. Michel Thor. Ah, voilà. Disait que ça serait dur, même si c'était la seule chance pour Joseph Touvenel, qui est sans doute de toutes mes équipes de vraies voix de l'été. Il a toujours raison. Le Donc, petit Michel dernier. Thor, Je le répète, le jour où ça sera sur les musiques militaires, on verra. Alors attention, là c'est très rapide, parce que c'est très simple. Écoutez bien, 3e extrait. Jean-Luc Lay. Jean-Luc Lay, oui, c'est le réveil de Sébastien Ménard. Aucun lien avec Brigitte, hein, Jean-Luc Lay, bien sûr. Qu'on salue, Brigitte, qui est évidemment chaque jour sur l'antenne de Sud Radio. C'est une belle chanson, Femme que j'aime. Attention, l'extrait numéro 4. Et si l'inverse nous touche, toi et moi. Vianney, c'est Michael. 1 pour Cynthia, 1 pour Sébastien, 1 pour Michael, 0 pour Joseph. Mais tout est encore possible. Extrait numéro 5. Je m'endors avec lui. Allez, Cynthia. C'est Véronique Sanson. Et oui, c'était l'une ou l'autre. Hein. Ouais, Cynthia, bien tenté, mais c'est pour Sébastien qui prend l'avantage. 2-1, Véronique Sanson, amoureuse. Attention, là aussi c'est très simple, il va falloir dégainer vite. Oh, le Sébastien Ménard. Vous êtes pas bon, Michael. C'est vrai. Ouais. Je m'avoue. Ouais, est-ce que c'est d'avoir des soutiens au gouvernement, hein? Et pas qu'au gouvernement, je vous rassure. Bon, alors écoutez, il reste 3 extraits. 3 extraits, donc vous pouvez, Cynthia, Joseph et Michael, encore battre ou égaliser Sébastien. Extrait numéro 7. Quand tu dors près de moi, j'ai le cœur au bout. Michel Polnareff. Oh là là, Sébastien Ménard qui assoit sa victoire. Alors vous savez ce qu'on va faire, Sébastien, vous êtes le grand vainqueur. Si. Et pour les 2 derniers extraits, j'ai pas le droit de jouer. Vous ne jouez pas. Et ça se joue la médaille d'argent entre Cynthia, Joseph et Michael. Qui chante ça? Jour 1, amour numéro. Facile. Louane, Cynthia qui prend 2 points. Attention Louane, vous êtes proche de la médaille d'argent. Voici le dernier extrait. J'étais formidable
Facile. Stromae. Stromae, Cynthia, bravo. Derrière le proche du Premier ministre, eh bien... non, bravo mon Sébastien. Merci. Sébastien Ménard, vainqueur devant Cynthia, exceptionnel. Courage Cynthia. Bravo, si Cynthia. on a pu vous apporter un petit peu... Vous savez ce qu'on va faire? On va tous vous applaudir. Hein. Applaudissons Cynthia. Allez, courage dans la voiture. Et on refait... Et on refait tout de suite un point sur la situation terrible dans l'Aude, d'où vous êtes évidemment à proximité. À tout de suite. Sud Radio, Frédéric Bradel. Allez, nous restons et nous revenons bien sûr dans le si beau département de l'Aude où les incendies se poursuivent. L'incendie toujours incontrôlable dans l'Aude. Nous en parlons avec nos vraies voix. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, également élu à Biarritz. Michael Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs, ex-syndicaliste pour la CFTC. Messieurs, vous le savez, autour de la table, nous accueillons beaucoup d'invités. On a eu Cynthia tout à l'heure depuis Narbonne qui nous a expliqué la situation. On retourne au 0826 300 300. Vous, les auditeurs de Sud Radio, Zach est à votre disposition. Appelez-le, vous passez à l'antenne, vous nous expliquez votre vision de la situation, éventuellement un coup de gueule, et puis surtout ce que vous ressentez. On retourne à Narbonne d'ailleurs, je le rappelle, à Narbonne, sous-préfecture du département de l'Aude. Nous sommes avec Valérie. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Où vous trouvez-vous actuellement? Est-ce que vous avez, vous, une expérience particulière avec ce feu qui, je le rappelle, a pris depuis hier à milieu d'après-midi dans la commune de Ribode et qui s'est propagé sur plus de 16 000 hectares? Mon expérience, elle est assez lointaine, heureusement, mais j'ai un tas d'amis qui ont dû être évacués de chez eux. Ça a commencé déjà au mois de juin et là, ça continue. J'ai des amis sur Roquefort, là, pareil, ont été évacués de chez eux. Donc c'est dramatique et je voudrais quand même manifester mon mécontentement, ma colère vis-à-vis du gouvernement et de ce chef de l'État là qui fait rien de rien. Ils sont tous en vacances. On les paye pour qu'ils fassent rien. C'est une honte. On devrait avoir au moins une vingtaine de Canadaires pour cette France qui brûle, parce que maintenant, c'est plus que dans l'autre, c'est dans toute la France, et on n'est pas équipé. Et ce n'est pas normal de ne pas protéger la population d'intempéries, de ces feux-là, de forêt. C'est une honte. Alors, effectivement, plusieurs choses dans parce que c'est très intéressant. Hein. Je préfère prendre point par point. Valérie, déjà, la première des choses, vous avez dit que c'était pas la première fois de cet été, effectivement, on en est à 4 départs de feu dans le département de l'Aude. Donc ça veut bien dire que ce département est touché, qu'il est la proie alors d'actes d'incivilité, peut-être, sans doute, en tout cas d'une météo, et on l'a rappelé avec Iria André, qui est propice à ce genre de départ de feu. Donc ça, c'est une première chose importante que vous avez dite, Valérie. Sur l'aspect canadair, j'aimerais repréciser que la France aujourd'hui bénéficie de 12 Canadair, 8 avions Dash. Les Canadair ont une moyenne d'âge de 30 ans, donc ça dure effectivement. Simplement, effectivement, comme vous le précisiez, Valérie, le président de la République s'était engagé à renouveler certains Canadair, sauf que l'entreprise qui est censée construire ces Canadair a eu un arrêt, puisque en fait il n'y avait pas assez de demandes, donc c'est une entreprise qui n'arrivait pas à s'en sortir. Alors, réaction autour de la table, restez bien avec nous Valérie, et on commence avec Sébastien Ménard sur les Canadair. Alors sur les Canadair, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas fabriquées chez nous. Elles sont fabriquées très loin de chez nous, et je suis désolé Frédéric, moi j'ai une info différente. C'est-à-dire que... C'est une société canadienne. Voilà, mais au Canada, il y a une priorité. Qui s'appelle De Havilland. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande. Il y a beaucoup de demandes, et notamment absorbées par le marché canadien et le marché américain. Pourtant, ils ont arrêté les lignes de production pendant 10 ans. Attendez, moi je vous parle de pas ce qui se passait il y a 10 ans. Je vous parle de ce qui a peut-être 15 jours ou un mois. C'est-à-dire qu'ils ont un carnet de commandes blindé à 10 ans. D'accord, et que le gouvernement canadien, contrairement à d'autres gouvernements européens, se sert d'abord. Voilà, donc c'est-à-dire que d'abord on nourrit
le marché canadien, on nourrit et on aide le marché américain avant de servir le marché européen. Donc ils ont simplement expliqué que pour les Européens qui ont peut-être tardé à renouveler, à voter les budgets, à renouveler, etc., qu'il y aurait un peu plus de délai. Et qu'il y a 12 à 18 mois, et là il y aura 24 à 36 mois. Voilà. Ça c'est très intéressant. Le coût d'un Canadair, c'est 60 000 €. Joseph Touvenel. Oui, alors on nous dit non, que... c'est plus cher que ça, Frédéric. Oui, c'est pas 60 000 €. Coût d'un Canadair, 60 000 €. Non, ok, c'est le prix d'un drone, ça. Non, c'est beaucoup plus cher que ça. Bon, alors il y a une erreur. Mais cela dit, c'est vraiment le problème de notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on a encore en France, dans une industrie qui s'écroule, on a encore une industrie aéronautique qui tient la route, qui est une des meilleures au monde. On pourrait imaginer quand même qu'on leur confie le fait de construire un nouveau modèle d'avion pour lutter contre les incendies. Effectivement. Et ensuite, avec cette technologie, on vend au monde entier. Mais on a renoncé à cette souveraineté. Comme on a renoncé à la souveraineté dans les médicaments, dans ce qui est essentiel. On nous dit qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique. Savoir combien de temps il durera, ça j'en sais rien. Mais on peut se dire que si ça continue, alors on aura de plus en plus besoin. Et ce qui vient d'être dit, c'est exact, c'est que les Canadiens ont priorisé dans les lignes le Canada, c'est normal, les accords avec les États-Unis, ce qui n'est pas illogique, et nous, Français, on pourrait se prioriser avec l'Europe. L'Europe n'a d'utilité que si on se met ensemble pour être plus fort. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. On est ensemble pour être plus faible parce qu'on n'arrête pas de nous mettre des réglementations qui nous enferment. Alors, le coût d'un Canadair, 60 millions d'euros. Je tirerai l'oreille à celui qui m'a écrit ça parce que c'est un petit peu son rôle. Parce qu'à 60 000, je rachète 3. Alors, moi, mais ça démarre à 20 millions, cher voisin. J'irai les chercher moi-même la prochaine fois puisque ceux qui me les donnent. Donc, donc effectivement, 60 millions d'euros. Merci, messieurs, de votre vigilance pour avoir corrigé. Réaction, Michael Sherman, sur ce qui a été dit et sur notamment ce que Valérie a avancé. Revenir simplement sur les Canadair. On a certes 12 Canadair, mais seulement 7 ont été opérationnels en 2022. Et il n'y avait pas eu d'épisode. Et pour revenir sur les défis techniques, et notamment de Havilland Canada, la société qui produit le DHT-15, qui seront fournis normalement 2, notamment en 2028. On a perdu 1 an parce que les pays européens, Croatie, Grèce, Portugal, France, n'ont pas atteint le minimum de commandes de 20 Canadair. Donc, et enfin, ça s'appelle plus un Canadair, c'est le DHT-15 qui va arriver. Et on a pu négocier sur les 20 qui vont être produits, ou 22, seulement 2 pour la France en 2028. Donc, ceux qu'on a actuellement, les 12 que vous évoquiez ou les 7, ils ont déjà atteint plus de 30. Et en plus, les rapports, il y a une opacité, parce que des parlementaires et des députés ont dit qu'on n'avait pas les vrais chiffres. C'est-à-dire que même au niveau de l'État, les chiffres qui sont communiqués au HFO, ils disent on en a 12. Déjà on a 3, c'est lié à la logistique et à ce qu'on appelle la réorganisation technique. Donc c'est pas fait pour prendre 6000 litres d'eau et les balancer pour essayer d'éteindre les incendies. Et en tout cas, ce qui est bien, et c'est l'innovation quand même, on peut remercier, c'est que le prochain Canadair pourra jeter 1000 litres d'eau supplémentaire. Donc il y a quand même une innovation au service de l'industrie. À suivre. Alors, je vais revenir sur le témoignage de Valérie. Valérie, vous êtes toujours avec nous depuis Narbonne, on est d'accord ? Oui, je suis là. Oui, juste pour que vous nous donniez des nouvelles, parce que vous nous avez annoncé en tout début que vous aviez des amis qui étaient touchés par ces feux, qui devaient être rébergés. Qu'est-ce qui concrètement se passe pour eux ? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez ce département de l'eau dans un total désespoir ? Oh mais oui, carrément. C'est l'insécurité totale. En plus, il y a un tas de villages qui sont aux aguets, là. Il y a plein de villages qui sont dans l'attente parce que le feu n'est pas contrôlé. Donc, ils sont prêts. Il y a même la dame, j'ai appris ça, je suis chez la coiffeuse, là, vous voyez. Et elle m'annonce qu'elle a une connaissance... une connaissance qui est décédée, quoi. Décédée, et donc voilà, donc on touche de près la misère, quoi. C'est terrible pour tout le monde, hein. On est choqués, on est en état de choc, et ce n'est pas normal que nos élus ne nous protègent pas, quoi. On se sent très vulnérable.
Merci Valérie pour ce témoignage. Je le rappelle, vous appeliez depuis Narbonne, qui est la sous-préfecture de l'Aude. On va marquer une petite respiration et on va revenir largement avec Félix Mathieu. L'info en plus de Félix est consacrée à ces feux. Je le rappelle, plus de 16 000 hectares qui ont été détruits par le feu. 16 000 hectares, pour vous donner un ordre de comparaison, Paris, c'est 10 480 hectares. Vous avez compris l'ampleur du drame. C'est le plus gros incendie du 21e siècle en France. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Le plus gros incendie du 21e siècle en France, l'Aude sous les flammes, 16 000 hectares brûlés, c'était le dernier bilan à la mi-journée. Malheureusement, les conditions atmosphériques sont défavorables, la propagation est encore importante et ravage le cibout massif des Corbières. 7 pompiers blessés aussi, mais on peut imaginer que le diagnostic sera encore plus lourd puisque le combat est terrifiant et harassant pour les hommes du feu. De nombreuses routes départementales sont fermées à la circulation pour faciliter le travail des pompiers. Nos auditrices Cynthia et Valérie nous l'ont rappelé au 0826 300 300. Certes, la circulation de l'autoroute A9 a repris en milieu d'après-midi, mais tout le monde avait dû s'organiser en fonction. Et donc c'est très très dur de circuler aux alentours dans le département de l'Aude. C'est le moment de retrouver Félix Mathieu. Félix Mathieu, on revient évidemment dans l'info en plus sur cet incendie mortel d'une ampleur inédite dans l'Aude, parce qu'on peut bien parler de cela, mortel. Oui, les flammes sont parties de Ribot, elles ont parcouru plus de 16 000 hectares, une quinzaine de communes. L'incendie qui a effectivement fait un mort, c'est une personne de 65 ans qui n'avait pas voulu quitter sa maison. Plusieurs blessés graves aussi face à l'ampleur de ce feu. Le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se sont rendus sur place tout à l'heure et c'est eux qui évoquent une catastrophe d'ampleur inédite. La catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. L'incendie est effectivement inédit parce qu'il y a des victimes. Un décès des victimes, je voudrais dire aussi que parmi les victimes, il y a quand même 9 sapeurs-pompiers blessés. Et il est inédit aussi pour les surfaces. Ça fait depuis 1949 sans doute le feu qui a brûlé le plus d'hectares. Bruno Retailleau qui a détaillé le dispositif. 2150 sapeurs-pompiers déployés, 600 véhicules et demain des moyens militaires avec 3 hélicoptères. Mais ça suffit pas, dit le ministre de l'Intérieur, face à un tel feu avec une humidité très faible, des températures très fortes, des vents très puissants et des pinèdes dépéries extrêmement sèches. Pour parler de cette situation, en tout cas, nous serons tout au long de cette émission avec des élus locaux qui mettent en cause les questions d'aménagement du territoire. Il y a par exemple cette question avec ce sénateur que nous devions avoir. Petit problème, on l'aura certainement plus tard dans les vraies voix. Okay, cette alors question réaction, des parce vignes. que bon, alors, juste des vignes qui mettent en cause la question des vignes, c'est-à-dire que vous savez, ça faisait un peu barrière naturelle vu qu'elles étaient espacées ces vignes. À partir du moment où il y a eu ce plan d'arrachage des vignes, plusieurs hectares, beaucoup d'hectares dans l'Aude, eh bien elles ont été remplacées par de la broussaille, ce qui, selon certains, aurait pu aggraver la propagation des flammes. Bon, très bien. Évidemment, vous l'avez compris, tout le monde est sur le pont. Les gens sollicités par-ci, par-là. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre regard sur la situation. Tout à l'heure, 2 auditrices de Narbonne. N'hésitez pas, vous habitez dans l'Aude ou vous êtes voisins peut-être, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault aussi. Zach vous attend au 0826 300 300. On vient de le dire, on vient de le répéter, Michael Sherman, les pompiers qui sont plus que jamais mobilisés. Encore une fois, on leur demande beaucoup à nos pompiers, qui souvent sont bénévoles. Ils sont plus de 78% aujourd'hui des pompiers, 200 000 pompiers sont volontaires en France. On a plus de 45 000 opérationnels. Puis il faut leur rendre hommage puisque nous avons aujourd'hui en France par an 10 pompiers qui décèdent lors de leur service en opération commandée. Donc il faut leur rendre hommage. Sauver ou périr, ils donnent leur vie
pour la France, ils donnent leur vie pour l'humanité et pour que nous puissions vivre en sécurité. Donc faut rendre aujourd'hui à toutes les forces de l'ordre et de secours hommage à la sécurité civile aussi qui appuie et qui sont des appuis aux forces de sécurité intérieure et aux pompiers. Et aujourd'hui, on est bien impuissants. Bon, écoutez, cet échange qui est très intéressant, François Bayrou est donc venu tout à l'heure, vous l'avez entendu, Bruno Retailleau, aussi le ministre de l'Intérieur, sont venus dès 16h pour rencontrer, alors on appelle ça une rencontre républicaine, les élus locaux, les acteurs de la lutte contre cet incendie. Il a notamment rencontré ce maire, Xavier de Volontat. Écoutez cet échange capté par nos confrères de BFM TV. On s'aperçoit avec ce que disait le colonel, le sèchement des arbres, qui accentue ces problèmes de feu, de propagation. Donc, mais comment changer d'un seul coup la composition de ces forêts? Il faut y penser, quand ils sont brûlés comme ça, à dire il y a autre chose à faire. Et je crois que c'est là aussi où il faut se pencher sur notre avenir à nous, petites communes, de ne pas vivre des 24 heures comme on vient de vivre, qui sont vraiment traumatisantes. Voilà, le maire de Saint-Laurent de la Cabrerie, Xavier de Volontat, qui échangeait avec François Bayrou tout à l'heure. La présence de François Bayrou et de Bruno Retailleau, Sébastien Ménard, a été perçue comme très importante. On l'a senti dans les échanges. Les acteurs sur place avaient besoin de leur faire passer des messages. Évidemment, vous avez ça nous démontre, mon cher Mickaël, que le gouvernement est à la tâche, que le gouvernement travaille. Premier élément, et l'écoute, je dirais l'écoute particulière qui peut être celle d'un ministre de l'Intérieur et du Premier ministre est évidemment importante dans le cadre pour permettre de débloquer des moyens, pour permettre, je dirais, de mettre la pression sur les compagnies d'assurance, etc., etc. Donc évidemment, leur présence était souhaitée, elle était souhaitable et elle était impérieusement nécessaire. Joseph Touvenel, c'est le plus gros incendie, le plus gros feu de forêt du 21e siècle. Oui, alors les causes, faut se pencher sur les causes. Une partie, et sans doute, on oublie que la disparition du monde paysan. Moi, je préfère paysan à agriculteur, parce qu'un paysan, c'est celui qui s'occupe du pays. Mais justement, les paysans s'occupaient de nos territoires. Quand ils passaient, ils désherbaient. Quand, dans ces zones un peu désertiques comme l'Aude, il y avait de grands troupeaux de brebis, eh bien, les brebis, ça faisait le travail. On n'en a plus. L'herbe pousse, plus personne s'en occupe. On oublie ces métiers qui conservaient un peu la France. Parce que des grandes chaleurs, des grandes sécheresses, on a connu qu'on durait même plus longtemps. 1976, ça a duré très longtemps. Il y a eu aussi des incendies, etc. Mais les territoires étaient mieux tenus, en fait, parce que le monde paysan était toujours beaucoup plus présent. Et je vais terminer, ça a été dit, mais c'est important qu'on en ait tous conscience. Merci aux sapeurs-pompiers professionnels, merci aux sapeurs-pompiers volontaires, à la protection civile, aux employés municipaux aussi, qui là ont beaucoup de travail et sont à la tâche, aux gendarmes. Et merci également aux salariés d'EDF qui commencent un travail difficile et remarquable pour rétablir le plus rapidement possible. Ça veut dire que quand on nous dit qu'en France, nous sommes une bande de fainéants, c'est faux. Et merci aussi aux militaires qui vont rentrer en fonction. On a des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Bien, merci les vraies voix. On reviendra bien sûr tout à l'heure dès 18h40 sur la situation dans l'Aude. On fera le point avec les pompiers, on fera le point avec les élus locaux. En attendant, on va garder quand même nos repères dans les vraies voix de Sud Radio cet été. C'est dans quelques instants le tour de table de nos vraies voix. Vous allez voir qu'on va revenir quelque part à ce qu'on a déjà un petit peu évoqué. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Ils sont de brillants observateurs de l'actualité et vous donnent leur point de vue averti. Nos trois vraies voix ce soir, encore une fois, très réactifs sur la situation terrible. On pèse nos mots, les 16 000 hectares toujours en feu. Une partie, en tout cas, du feu se poursuit dans l'Aude et nous y reviendrons
à 18h40 dans le cadre de notre coup de projecteur. Nos vraies voix sont donc là et vont réagir en amenant leur sujet de circonstance. Il y a Sébastien Ménard, l'entrepreneur dans la foodtech et élu à Biarritz. Il y a Michael Sherman, le conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Il y a Joseph Touvenel, l'ex-président du Centre européen des travailleurs. C'est parti pour votre tour de table, messieurs. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité. Sébastien Ménard, on commence par vous. Les Français en vacances. Alors, les vacances ne sont pas toujours, on va dire, reposantes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu le cas, exactement. Je voulais faire entre guillemets un papier plus drôle parce que quand on se promène, quand on lit les statistiques, on se rend compte que 40% des Français ne partent pas en vacances. Alors c'est pas vrai dans toutes les classes sociales, mais en moyenne, on a quand même 4 Français sur 10 qui ne partent pas en vacances. Mais quand vous visitez nos entreprises au mois d'août, elles sont vides. Quand vous visitez les services publics, il n'y a plus grand monde. Quand vous cherchez votre petit restaurant dans lequel vous avez vos habitudes, c'est pareil, c'est fermé. Et puis quand je regarde les plages de Biarritz et du Pays Basque, elles sont bondées. Alors, pour de bonnes nouvelles, évidemment, à Biarritz, les choses se passent plutôt bien. Pas de surtourisme à Biarritz, non? Évidemment, il y a du surtourisme, mais on est très, 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 très heureux d'accueillir les touristes d'un jour. On en a beaucoup, et les touristes de toujours. Voilà, on a parfois une ville qui voit sa population multipliée par 10 certaines journées, donc c'est évidemment énorme. Saint-Jean-de-Luz qui se disent tiens, on va se passer une journée chez Sébastien Ménard. Si ce n'était que les Lusiens, non, mais je pense aux Parisiens comme vous, par exemple. Bah oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, je m'étais basé à Saint-Jean-de-Luz et puis j'avais été passer une journée chez vous. Non, mais c'était bien. C'était pas mal. Mais Bayonne aussi, c'était bien de l'autre côté. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est quasi les Landes. Ma femme avait préféré Bayonne. Oui, mais Bayonne, c'est quasi les Landes. Moi, j'ai bien aimé Biarritz. C'est plus le Pays Basque. Voilà. Vous voyez. Non, mais plus sérieusement, voilà, je me dis qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui en profitent et ils ont bien raison. Mais il nous faut évidemment quand même de temps en temps aussi avoir un œil sur celles et ceux qui ne prennent pas de vacances. Et là, l'actualité brûlante, sans mauvais jeu de mots, me fait penser qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont, je dirais, au cœur du brasier estival. On a aussi, tout à l'heure, notre auditrice a été un peu dure en disant oui, il faut que les élus nous protègent. Moi, je vois beaucoup d'élus locaux et je me doute de ce que peuvent vivre mes collègues dans l'Aude aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont au service de leurs concitoyens, au service, je dirais, de nos visiteurs, de nos habitants, de nos vacanciers. Donc, même si j'ai souvent tendance à moquer ceux qui ne travaillent pas et ceux qui partent en vacances, moi je ne prends pas de vacances, mais certaines mauvaises langues diront mais vous êtes en vacances toute l'année puisque vous bossez, vous bossez à Biarritz, vous êtes sur Sud Radio, enfin évidemment il ne faut pas grand chose, bien sûr. Voilà. Mais il faut quand même avoir une pensée pour évidemment celles et ceux qui profitent et puis celles et ceux qui permettent à d'autres, les plus chanceux, de profiter et qui eux sacrifient souvent leurs vacances, leur vie, leur famille au bien commun. Ouais. Bon, votre tour de table, donc Sébastien Ménard sur les vacances. Bon, un autre sujet totalement différent pour vous, Michael Sherman, les otages, toujours aux mains du Hamas après 670 jours. On compte les jours, merci de me laisser l'opportunité de pouvoir quelque part réhumaniser la cause des otages. Ça fait 670 jours que se sont déroulés les pogroms anti-juifs de l'organisation islamiste Hamas. 48 de nos compatriotes avaient été assassinés. Nous avions 3 otages. Un a pu être libéré, Ofer Calderon notamment. Et aujourd'hui, il y a toujours 49 otages. 27 seraient morts selon les données de Tsahal et des États-Unis d'Amérique. On pense à eux. Il faut savoir que le travail d'Israël aujourd'hui, c'est un peu le bouclier de l'humanité. Il fait un peu le sale boulot. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est des militants de la paix qui ont été attaqués au festival de Nova, qui venaient juste danser. L'organisation islamiste Hamas a attaqué le 7 octobre, qui était l'un des jours les plus saints pour le peuple juif, qui était Simchat Torah, un Shabbat en plus. Et l'horreur dans la barbarie, ils ont publié une vidéo, le Hamas et le djihad islamiste, où ils ont mis en scène notamment l'un des otages, David, qui a 24 ans, en train de creuser. Vous voyez un corps squelettique en train de creuser. Et l'horreur et la barbarie, et il y a même plus de mots dans la langue française, c'est qu'en fait, c'est le Hamas qui publie ces images. C'est-à-dire que c'est eux qui veulent terroriser, ils veulent appliquer la peur. Alors on est toujours nous dans cette position de citoyen. Est-ce qu'il faut regarder les images, est-ce qu'il faut les diffuser, pas les partager? Moi personnellement, je les ai pas partagées parce que je pense que c'est participer à la terreur, mais en même temps,
faut montrer la vérité. Oui. Et voilà, on avait reçu, nous, avec l'association Leftov, avait reçu notamment la famille de Ron Bravzeski à Paris, qui a 21 ans, qui fait partie des otages notamment. Et voilà, il faut penser aux familles. Ce sont des militants de la paix qui ont été notamment pris en otage parce que juifs. Et il y avait d'autres otages de différentes religions. Et voilà, on pense à eux. Et sur ces terribles étés finalement, où nous sommes quasiment tous les jours revenus sur la situation catastrophique, en écoutant évidemment bien sûr tous les points de vue, on le rappelle. Merci Michael Sherman. Je me permets, Michael a raison de le rappeler, parce que je crois que tous on veut la paix. Mais il suffit de libérer les otages pour avoir la paix. Joseph Touvenel, vous gardez la main. Vous avez décidé de revenir sur la symbolique du tombeau du soldat inconnu. Oui, parce que vous avez dû voir qu'il y a un imbécile malveillant qui est allé allumer une cigarette sur la flamme du soldat inconnu. Alors je note quand même que cet imbécile malveillant, il a 21 mentions au fichier des antécédents judiciaires, vol, violence, dégradation, injure, etc. Et il est étranger. Il a été exclu, l'information est tombée, oui, alors, il a été renvoyé dans son pays d'origine. Retailleau a pris une décision. Moi je m'étonne que quelqu'un qui est étranger, qui a 21 mentions, je pense qu'à la première mention de vol ou de violence, il devrait être dehors. Mais enfin bon... sur le soldat inconnu, la symbolique, elle est forte. C'est l'union d'un pays pour regarder le sacrifice de ceux qui permettent à ce pays d'exister. Alors, soldat inconnu, c'est en 1921, c'est un corps qui a été extrait du bourbier de la guerre de 14-18, on ne sait pas qui c'est, qui a été mis là pour symboliser les 1 400 000 morts de cette guerre qui, pour moi, ressemble plus à une guerre civile européenne qu'autre chose. Et puis, en 1923, on a allumé une flamme pour dire, voilà, sinon on va oublier. Et tous les jours, depuis 1923, même sous l'occupation nazie, la tombe du soldat inconnu, la flamme, à 18h, vous pouvez y aller, d'ailleurs, ceux qui sont à Paris, est rallumée. Et sous l'arc de triomphe. Sous l'arc de triomphe. Ce symbole, c'est vraiment de montrer le creuset concret d'une nation. On se retrouve, quelles que soient ses origines, sa religion, ses opinions. C'est une façon de transmettre, de ne pas oublier que nous sommes des héritiers. Si aujourd'hui on a la chance d'être sur la radio, si aujourd'hui il y en a qui ont la chance d'être en vacances, c'est parce qu'on a des gens qui ont souffert et certains qui ont donné leur vie pour notre pays. Et il y en a qui continuent à donner leur vie. Alors on pense aux soldats du feu aujourd'hui, mais c'est vraiment un rappel du fait que nous aurons toujours besoin d'hommes et de femmes prêts à donner leur vie pour sauver notre pays. Et je terminerai par une citation d'un homme qui j'ai beaucoup d'admiration, le commandant Élie Denoy de Saint-Marc, qui écrivait « Si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde, peut-être d'une civilisation. » C'est ça la signification du tombeau du soldat inconnu. C'est vraiment une civilisation auquel nous tenons grâce au sacrifice d'un certain nombre de personnes. Merci Joseph Touvenel. Voilà, c'était le tour de table des vraies voix. Chaque jour, le principe, eh bien, c'est cela. Vous apportez votre sujet et vous le développez. Alors, dans un instant, donc, les vraies voix de l'été, largement consacrées au terrible feu de forêt qui touche le département de l'Aude depuis hier après-midi. Appelez-nous au 0826 300 300 si vous êtes concernés, comme les auditrices qui nous ont appelés tout à l'heure, si vous êtes concernés pour nous communiquer les dernières informations. Les pompiers et les acteurs de la vie locale feront le point en direct dans notre coup de projecteur à suivre. Et nous vous posons cette question sur le compte X de Sud Radio. La question est la suivante. Face au feu de forêt, diriez-vous que nous sommes 1. coupables, 2. responsables, 3. impuissants, 4 victimes. Allez-y, donnez votre point de vue. 0826 300 300 ou le compte X de Sud Radio. J'entends les vraies voix qui commencent à voter en donnant les numéros. Coupables, responsables, impuissants, victimes. On en parle avec vous. Appelez-nous, Zach vous attend pour faire un point sur la situation. Nous ferons évidemment ce point avec les sapeurs-pompiers, avec les élus locaux. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Nous sommes prêts avec les vraies voix. Vous intervenez au 0826 300 300 tout de suite. Le point sur les incendies dans l'Aude, c'est le coup de projecteur.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nos 3 vraies voix, Sébastien Ménard, Mickaël Sherman, Joseph Touvenel, ont fait un point sur l'Aude, victime du plus grand incendie du 21e siècle sur le territoire français. Une catastrophe naturelle, des victimes humaines et beaucoup de questions. Tout est parti de la commune de Ribaut hier après-midi. Avec le vent, le foyer se développe à une vitesse de 6 km/h. Les conditions atmosphériques favorisent ces phénomènes. Mais est-ce que c'est l'unique cause de ces phénomènes? Nous vous posons la question sur le compte X. Face au feu de forêt, diriez-vous que nous sommes 1 coupable? Vous dites oui à 15%. 2 responsables, vous dites oui à 28%. 3 impuissants, vous dites oui à 17%. 4 victimes, vous dites oui à 40%. Voilà pour le petit clin d'œil. Mais tout de suite, l'actualité nous emmène sur place. Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, est avec nous. Bonsoir Éric Brocardi, merci d'accepter de faire le point avec nous. On le confirme, au moment où on se parle, le feu est toujours très actif dans le département de l'Aude. C'est exactement ça, il est toujours très actif avec une stratégie qui a du mal à se stabiliser parce que le vent est extrêmement capricieux et que les étendues aujourd'hui de près de 100 km de lisière donnent beaucoup de difficultés aux soldats du climat qui sont toujours engagés sur le terrain. Qu'ils soient hommes ou femmes, on doit consacrer vraiment un moment de félicitations pour toutes celles et ceux qui se sont engagés depuis le départ. Nous avons eu l'occasion de tomber sur des images de vos équipes qui sont en train de lutter contre le feu. C'est comme si ce feu était peut-être tellement singulier parce que la hauteur des flammes rend la lutte peut-être plus dure que ce qu'ils n'ont jamais connu. Vous, en tant que pompier du 21e siècle, on parle du plus grand feu du 21e siècle, donc ceux qui sont sur le terrain n'ont pas connu avant. Est-ce qu'ils n'avaient jamais connu de flammes aussi terrifiantes? Aujourd'hui, l'intensité des flammes, effectivement, comme l'on vu à l'image, ce sont des intensités avec des puissances radiatives assez hors normes et assez importantes, qui ont donné beaucoup de difficultés à l'ensemble des sapeurs-pompiers, qui, comme vous l'avez évoqué, pour certains, c'était leur première baptême du feu malheureusement, mais qui, d'une manière générale, ont su tenir la lance, ont su tenir le territoire, ont su tenir le terrain, ont su tenir leur position pour essayer d'amener, malgré les défaites qui se sont succédées lors des attaques de flanc, pour permettre d'essayer de contenir le feu, d'avoir une efficacité qui a été mise à rude épreuve. Mais je pense qu'aujourd'hui, le résultat, malgré ce que l'on peut voir en termes de destruction de biens, faut encore une fois le gage de la qualité du travail des sapeurs-pompiers. Mais il faut rajouter encore une chose, c'est que les facteurs de prévention, on va dire les aménagements des territoires en amont d'une telle saison aujourd'hui doivent être renforcés parce qu'aujourd'hui il s'agit d'un enjeu aujourd'hui salutaire sur la question de l'environnement, de l'aménagement de l'espace et de l'interface entre les forêts et les habitations, savoir comment mieux conjuguer la liberté de pouvoir jouir d'un environnement clément, serein, et en même temps de pouvoir essayer de contrôler l'activité humaine qui aujourd'hui est responsable de 9 incendies sur 10. 2150 pompiers, vous nous le confirmez, sur le terrain, et un bilan déjà terrible, 7 blessés? 7 blessés, effectivement, dont des sapeurs-pompiers qui ont fait un prompt rétablissement, notamment un en urgence absolue suite à un retournement d'un camion-citerne. Donc forcément, aujourd'hui, on va dire nos pensées vont vers ces hommes et ces femmes qui ont donné, on va dire, un engagement total par rapport au sinistre. Et bien entendu, nous pensons à la famille des victimes qui ont subi cette intensité du feu de forêt au point de perdre leur vie pour certaines. Vous allez recevoir du renfort? Le renfort, c'est toujours une question... on va dire en continu sur cet esprit de la lutte contre les feux de forêt. Donc les renforts, nous continuons à les obtenir de différents départements, de différentes zones de France. Donc tant que nous aurons des moyens, nous essaierons encore une fois de lutter et de permettre de relever le personnel quand cela serait nécessaire. Mais aujourd'hui, encore une fois, on montre que le dérèglement climatique et ses effets sur les surfaces végétatives ont un effet dévastateur sur la dure mise à l'épreuve de notre stratégie opérationnelle. Merci beaucoup Éric Brocardi. Courage à toutes vos équipes. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps sur Sud Radio. Et bon courage encore une fois à vous tous. Réaction autour de la table, les vraies voix. Mickaël Sherman, des pompiers qui sont au combat. Et une question que nous posons aux auditeurs de Sud Radio. Vous avez entendu la tendance face à ces feux de forêt.
coupable, responsable, impuissant, victime? Vous sentez la chose comment, Michael Sherman? Je pense qu'il y a une responsabilité collective où le citoyen doit prendre conscience qu'il ne peut pas fumer, qu'il ne peut pas faire de barbecue. On l'a dit tout à l'heure, plus de 90% des incendies sont dus à des interventions humaines. Après, je pense que cette catastrophe aussi doit nous interroger. On l'a dit, il y a plus de 200 000 pompiers volontaires à qui nous rendons hommage. Faut savoir que un pompier volontaire, il donne 200 à 300 heures en moyenne par an, et un pompier volontaire, 30% avant 50 services abandonnent. Et nous avons à peu près 1200 recrutés par an de pompiers volontaires. Ça ne suffit pas pour atteindre l'objectif qui avait été fixé en 2027 de 50 000 nouveaux pompiers volontaires. Donc je pense qu'il faut que la France, et là c'est le travail de tous les citoyens, des parlementaires et de la société civile, à améliorer la reconnaissance pour ces pompiers volontaires qui donnent énormément à la patrie. Et je pense que le débat doit aussi être... Et d'ailleurs, nous avions Éric Brocardi qui souvent sur les plateaux le répète. Alors, la question que Aurore Cachéa, qui est notre responsable sur le digital pour Sud Radio, vous a mis à disposition, est-ce que devant ces feux de forêt, vous vous sentez coupable, responsable, impuissant, victime? Je le rappelle, pour l'instant, 40% victimes, 28% responsables, 15% coupables, 17% impuissants. Et vous, qu'en pensez-vous, Sébastien Ménard? Les quatre. Ouais. On est coupable. C'est évidemment comme l'a dit Mickaël, ce sont des humains qui par bêtise, mégarde, pyromanie, foutent le feu. Voilà, c'est très clair. Donc on est coupable. On est responsable aussi. On est responsable de tels agissements individuellement et collectivement parce qu'on laisse ces tarés quelque part faire et commettre des crimes parce que ce ne sont pas que des faits délictueux, ce sont des crimes. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment sévère. On ne punit pas suffisamment, voilà, et surtout on ne communique pas suffisamment sur la peine encourue. Ensuite, on est impuissant. Alors, les personnes qui ne respectent pas l'interdiction, par exemple, encourent une amende de 135 € pour ce qui est de fumer dans les bois et les forêts. 16 000 hectares, ça nous fait de belles jambes. Ouais, oui, voilà, mais vous voyez, on est d'accord. Voilà, donc tout ça est ridicule. Donc il faudrait de l'exemplarité, des peines incompressibles, des peines qui soient connues, publiées du plus grand nombre. Alors évidemment, face à tout ça, on est impuissant parce qu'on a parlé des moyens, on a parlé de la doctrine, on a parlé évidemment des us et coutumes de nos paysans, de nos agriculteurs, finalement de la société moderne qui a oublié ou fait le choix de ne plus entretenir nos forêts, etc., nos prés. Et puis, je crois que le quatrième, c'était victime. Et voilà, et à la fin on est victime de ça parce que y a des gens qui perdent la vie, on a des sacrifices importants, on a des dégâts matériels, immatériels, naturels, patrimoniaux qu'on mettra 15, 20 ou 30 ans quelque part à réparer. Donc voilà, c'est les quatre à la fois. Alors, petite précision, donc l'amende de 135 € pour celui qui laisse son mégot. Alors évidemment, s'il est responsable d'un départ de feu, il écope d'une amende de 3 750 € et éventuellement de 6 mois de prison. Mais ce qui est le plus important, c'est de dire de quoi est pénalisé, parce que après que le mégot ait mis le feu ou pas, de toute façon, nous à Chiberta, au Pays Basque, on a identifié le pyromane qui a foutu le feu, un espèce de cinglé qui était en plus un récidiviste. Enfin, voilà. Et ça nous a, c'était il y a 5 ans, et ça a brûlé l'un des joyaux du Pays Basque. Voilà. Et aujourd'hui, il a été mis en examen pour 3 broutiers, etc. Enfin, tout ça est ridicule. Ridicule. Repartons dans l'Aube avec une si belle commune, le maire de Trèbes. Je connais très très bien avec le cyclisme, là-bas, Trèbes. Mais monsieur Éric Ménassi, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le président de l'association des maires de l'Aube. Est-ce que ce soir, vous avez un sentiment d'impuissance terrible? Est-ce que la venue du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur vous ont permis de faire passer des messages? Il y a eu beaucoup d'échanges cet après-midi. Bonsoir, monsieur Ménassi. Oui, bonsoir. Effectivement, beaucoup d'échanges cet après-midi avec les maires principalement impactés par ce drame. Vous savez... Je crois que lorsqu'on est victime d'une telle catastrophe naturelle, la présence des plus hautes autorités de l'État est toujours un signal très positif parce que les maires ont besoin d'avoir cette attention nécessaire. Évidemment, ce n'est pas suffisant, mais il était important que le Premier ministre se déplace. Quelles sont aujourd'hui l'étendue des dégâts? Alors,
on sait que plus de 16 000 hectares ont brûlé. On imagine ce que ça représente et je ne vais pas vous demander de nous parler de ce genre de dégâts. En revanche, sur l'humain, combien ça représente de personnes, de déplacés, de personnes qui ont perdu des biens, alors on va dire matériels, mais aussi beaucoup notamment d'éleveurs qui ont perdu des animaux. Les dégâts sont considérables, monsieur le maire. Oui, les dégâts sont considérables et il est trop tôt pour tirer un bilan, puisque je vous rappelle que le feu n'est pas encore totalement maîtrisé et qu'il y a encore des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'habitants qui sont localisés sur des communes voisines. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, au-delà du drame humain, puisque je vous rappelle qu'une dame a perdu la vie et que nous sommes encore à la recherche d'autres personnes, au-delà de ce drame humain, de ce drame écologique, de ce drame économique, je crois qu'il y a une prise de conscience que nous avons tous aujourd'hui sur le changement climatique. Ce changement climatique qui nous impacte d'une manière extrêmement violente sur l'arc méditerranéen et peut-être plus encore sur le département de l'Aude. Ce changement doit être partagé par tous. Je le répète à l'antenne de vos collègues aux médias, le changement climatique, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité scientifique. Ouais, vous le percevez concrètement. Il y a, par exemple, la nature évolue, les végétaux évoluent, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, la vulnérabilité de notre territoire, elle est complexe et terrible. Complexe parce que nous pouvons passer d'une période de sécheresse intense avec des catastrophes liées aux feux de forêt, comme arriver au mois d'octobre prochain avec des pluies diluviennes et des épisodes méditerranéens qui, malheureusement, ont laissé des souvenirs terribles pour la commune de Trèbes. Donc aujourd'hui, le manque d'eau et le trop d'eau sont deux faces d'une même pièce. Cette pièce, c'est le changement climatique et nous devons adapter nos territoires à cette réalité. Merci, cher Éric Ménassi, maire de Trèbes et président de l'association des maires de l'Aude. Une pensée, bien sûr, pour tous les habitants de l'Aude, ce si beau département. On a Trèbes, on a eu Narbonne tout à l'heure, on parle évidemment de Ribotte, où là, tout a commencé. Et justement, puisqu'on parle du département, nous recevons Hélène Sandragnier, la présidente du conseil départemental de l'Aude. Merci, madame la présidente, d'être avec nous. J'aimerais avec vous faire le point sur la situation, parce que on a eu le point de vue des pompiers, on vient d'évoquer avec des auditeurs qui nous ont appelé la situation. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez être obligé de mettre des choses en place pour gérer cette situation de crise, madame la présidente ? Nous participons avec les maires et les communes à la gestion de l'événement. On oublie souvent que sur les routes, ce sont les agents du département dans des situations de crise qui interviennent. Bon, voilà. Donc la crise en elle-même est gérée, j'ai envie de dire, très ponctuellement et avec efficacité par les maires. Nous interviendrons pour demain, parce que ces villages ont subi des dégâts considérables et l'action du conseil départemental va s'illustrer sur des soutiens à des reconstructions. Nous allons commencer une phase de bilan qui nous permettra de voir où se trouvent les besoins pour ces communes et comment nous pouvons intervenir. Ça c'est la partie intervention sur les communes. Et puis je me permets de vous rappeler que les conseils départementaux et le conseil départemental de l'Aude finance le SDIS. Nous sommes le financeur principal avec aussi les communes et les intercos et qu'à ce titre-là, évidemment, nous intervenons massivement lorsque ces feux se déclenchent et évidemment quand un feu comme celui-là qui est hors norme, on a affaire à quelque chose d'exceptionnel et d'inédit, on mesure combien il est nécessaire que les moyens financiers soient accordés à ces
Hélène Sandragné, on a bien compris les préoccupations. Vous parlez de reconstruction. Alors il sera temps aussi à un moment de parler de financement et d'aide. Et ça, évidemment, vous serez aux premières loges. Je voudrais poser la question directement à la citoyenne que vous êtes, Hélène Sandragné. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces paysages de désolation de cette si belle région des Corbières qu'on aime tellement? L'Audoise est triste. L'Audoise est triste. Elle est accablée. Mais la présidente et l'Audoise voient aussi toutes les solidarités qui se mettent à l'œuvre, voient aussi tout ce que les Audoises et les Audois sont capables de faire. Alors nous battons et nous battrons. Voilà. Parce que et je suis triste 2 fois. Oui. Je suis triste de ce que je vois, mais je suis triste aussi parce que ça fait des mois que nous dénonçons une situation, que nous voyons venir une catastrophe. Nous perdons des vignes. La sécheresse s'installe. Nous disons au gouvernement que nous avons besoin de moyens pour nos vies, que la flotte aérienne, face à des événements de ce type, qui peuvent se déclarer à plusieurs endroits, parce que je suis objective, effectivement, tous les moyens nous ont été donnés. Mais Dieu merci, il n'y avait pas d'autre feu ailleurs. Or, la côte et l'arc méditerranéen est particulièrement exposée. Aujourd'hui, un feu, ici, 2 heures après, un feu dans les Bouches-du-Rhône. Et ce que nous avons, ce dont nous disposons aujourd'hui, n'est pas suffisant. Il va falloir penser à l'après. Merci beaucoup pour ce témoignage, Hélène Sandragné, je le rappelle, la présidente du conseil départemental de l'Aude. Nous pensons évidemment très fort à vous tous, les habitants de l'Aude. C'était une émission spéciale. Je remercie mes 3 vraies voix de nous avoir éclairés parce que avec votre expérience et votre point de vue, vous nous avez été si importants. Sébastien Ménard, élu à Biarritz, entrepreneur, et puis Michael Sherman, conseiller municipal de Charenton-le-Pont et président de l'association Engagement France Solidarité, et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Pensons aussi aux familles de nos forces de sécurité qui sont dans l'angoisse parce qu'ils risquent leur vie. On y pense. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Alors au standard, Zach, notre réalisateur Anthony Urvois, Aurore Cachia, également pour le digital. Merci à vous tous. Vous restez bien à l'écoute de Sud Radio. Nous vous tenons bien sûr au courant de ces terribles feux de forêt. Dernier bilan, 7 blessés chez les pompiers, une femme décédée et puis 16 000 hectares des Corbières détruits. Et malheureusement, ça continue. Merci, à demain.